Donc, aujourd'hui, essentiellement, 1 heure ensemble sur la gestion de la pression, des émotions, du stress. On en parle tous. Moi, dans ma pratique professionnelle, dans mon enseignement, dans mes travaux de recherche, c'est de ça qu'on parle. Comment arriver à passer à travers toute la période intense qu'on a vécue au cours des 3 dernières années et demie, mais aussi qui n'est pas complètement achevée. On le voit dans les manifestations d'incivilité, d'impatience, de fatigue qui sont présentes aussi. C'est vraiment le sujet de l'heure. Donc, merci d'avoir répondu en grand nombre. Je vais essayer de répondre au mieux possible à ces 4 objectifs-là qui sont de mieux reconnaître, mieux gérer ses émotions, gérer la pression, utiliser des outils concrets pour gérer la pression aussi, pas juste contenir en soi, puis identifier ses forces, ses capacités. Dans ce que je vais vous dire, il y a des choses qui vont tomber sous le sens ou au sens où ça va vous parler, puis ça va être plus facile à appliquer. Allez vers ces outils-là. Aujourd'hui, pour ceux qui m'ont connu dans un rôle d'enseignant universitaire, je suis quelqu'un de très structuré, très axé sur données probantes, les études. C'est bien correct. Aujourd'hui, c'est vraiment axé sur les outils. Pour avoir une place aujourd'hui dans notre conférence, les outils, ils ont réussi 3 épreuves. Ils ont des données probantes qui sont en nombre suffisant. Sinon, ils ont des experts qui sont habituellement toujours en train de s'obstiner, mais qui là, pour une fois, sont d'accord, donc on les inclut. On les a expérimentés dans différents rôles, gestion, rôle conseil, accompagnement, coaching, et ils ont plu aux gens. Ils ont fonctionné pour eux. Puis d'autre part, troisième condition, sont faciles à appliquer. Ça ne prend pas comme tout un alignement de l'environnement de travail pour qu'on puisse appliquer. Moi-même, je suis capable, si je sors de la conférence, de les prendre et de les appliquer. Donc, c'est 3 conditions qui ont été réunies. Donc, ce que vous allez voir, c'est robuste, mais c'est parlant. Si pour vous, ça semble être un bon outil, vous pouvez faire confiance que ça devrait donner des résultats ou au moins vous amener à poser les bonnes questions. 2 messages clés. J'aime bien commencer mes conférences par expliquer où on s'en va avec ça sous forme de messages clés. Il y a des bouleversements immenses dans le milieu de travail. Ça a commencé en apparence par le télétravail, mais il y a aussi un ensemble d'ajustements qu'on doit faire tout le monde face à cette nouvelle réalité-là du télétravail, de la pénurie de main-d'œuvre, de la pression accrue et puis des interactions qui deviennent de plus en plus parfois particulières avec des personnes qui sont des clients, des fournisseurs, des étudiants, d'autres professionnels, des collègues. Ça devient un peu plus complexe, surtout avec la distance puis le mode asynchrone de certaines communications. Donc, on est en train tous de s'ajuster puis de mieux comprendre cette réalité-là. Et on s'est tous tournés vers syndicats, employeurs, associations pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient nous offrir. C'est correct, ils ont un rôle à jouer, mais nous, on peut faire quelque chose et il faut le faire. Pas au sens d'une obligation, mais on doit tout de suite prendre des mesures pour maintenir notre bien-être, notre santé psychologique. Et ce que je dis depuis le début, en mars 2020, je disais ça, je le dis encore aujourd'hui, l'objectif, c'est de durer, c'est de passer à travers en bonne santé. Je suis moins dans une optique de performance, d'efficacité professionnelle, mais plus dans qu'est-ce qui m'aide à avancer, à continuer, à durer dans le temps. Donc, c'est ça les outils d'aujourd'hui. Gagner en efficience, gagner en plaisir, gagner en bien-être, plus que de performer. Ce qui m'amène à vous dire que j'avais un message subliminal derrière ça, juste à être sûr que c'est super clair pour tout le monde. Mon objectif, c'est de vous gagner 15 minutes par jour et un 15 minutes qui vous appartient. Donc, les outils que vous allez voir devraient vous permettre de gagner ce temps-là. Pas tous, au sens de pas besoin d'appliquer tout ça pour devenir plus efficace, plus mieux dans votre peau. Juste d'en prendre quelques-uns va vous permettre de gagner du temps. Et ce temps-là, il vous appartient. Ma suggestion, j'espère que ma doyenne n'est pas dans la conférence, mais c'est de le prendre pour vous, de ne pas le réinvestir en temps de travail, mais de le prendre pour vous dégager du temps afin de faire d'autres activités qui vont vous aider à garder votre niveau de bien-être, de plaisir, puis aussi de performance, mais pas nécessairement réinvestir ce 15 minutes-là à travailler. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas écrit, mais essentiellement, c'est ça, j'espère arriver à faire avec vous aujourd'hui. Et on le voit de plus en plus, je m'excuse, je reviens en arrière, il y avait un message important. Voilà, faire la manipulation. Il y a un message important qui apparaît au bas.
c'est que l'application de mesures pour augmenter son bien-être est de plus en plus chez certaines personnes qui sont en détresse, en souffrance ou qui sont très nerveux ou anxieux face à la situation actuelle. Ça devient presque obsessionnel ou compulsif. C'est-à-dire que les gens, pour se faire du bien, vont mettre à l'agenda une série d'activités dans le but de se détendre, mais juste le fait d'avoir toutes ces activités-là ou de compulser l'activité de méditation, d'entraînement, d'alimentation devient en soi une source de stress. On n'est pas dans la bonne direction à ce moment-là si vous êtes là. C'est plus dans le prendre pour, au contraire, se détendre, se ressourcer, se calmer, se gérer ses émotions. C'est ça l'essence du message. D'accord? Maintenant que les messages clés sont bien déposés, allons voir qu'est-ce qui se passe. J'ai pensé à vous sortir plein de statistiques, mais globalement, on les connaît tous. On est moins à l'étape de la sensibilisation à la situation actuelle, mais on est tous en train de se dire, là, maintenant, la nouvelle réalité, François, c'est d'être stressé, c'est d'être sous pression, d'être tendu, puis d'avoir des émotions intenses presque chaque jour. Oui, c'est vrai que ça fait partie de la réalité de la plupart des professionnels. Le problème, vous allez me poser une question, c'est qu'en 3 ans, ça s'est accéléré de façon très intense, c'est que ça a dépassé nos attentes, puis souvent nos propres capacités, celles qu'on avait avant, à composer avec la situation. Donc, on est stretché, que j'entends, à côté, à bout, tanné, essoufflé, fatigué, absolument. Puis on est un peu tous dans le même bateau. C'est-à-dire que tout le monde ressent ça et on le reconnaît enfin. Puis là, les gens me demandent, est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on va revenir avant? Ça ne reviendra pas comme c'était il y a 3 ans et demi avant mars 2020, mais on va trouver des façons de s'ajuster puis de composer avec la situation. Puis aujourd'hui, on parle des ajustements que vous pouvez faire, mais si vous avez ce sentiment-là que vos façons, vos repères, vos habitudes sont bouleversées, c'est normal. Mais vous devez oui, attendre de vos équipes, de vos employeurs, de vos supérieurs immédiats, de vos collègues qui composent avec la situation. Vous pouvez bouger aussi, puis ça va être au bénéfice aussi de votre environnement. Alors, c'est quoi le problème? Là, Yann le disait, je suis un chercheur, c'est que je n'ai pas pu m'empêcher de mettre un petit modèle théorique, mais honnêtement, qui est très pratique, je l'utilise à tous les jours. Un problème, par définition, dans mon domaine, c'est un écart entre les attentes et la réalité. Ah oui, hein, c'est ça. On vient de mettre le doigt sur quelque chose d'intéressant. Parfois, on a des attentes trop élevées, donc c'est les attentes qu'il faut corriger à la baisse. Moi, ce que je fais, par exemple, quand j'enseigne en classe, je diminue les attentes des étudiants pour ne pas créer des attentes trop élevées auxquelles je ne serai jamais capable de répondre. Parfois, la réalité aussi bouge et ça crée ces écarts-là. Donc, tu es en train de nous dire, François, qu'il faut ajouter nos attentes. C'est une partie de la solution. On peut revoir nos attentes de performance, oui, nos attentes, nos ambitions temporairement, mais on peut questionner les attentes qu'on entretient face à notre réalité professionnelle, notre expérience du travail aussi. Par exemple, moi, je disais à mes étudiants en formation doctorale, au cours de votre carrière, vous allez rencontrer des gens qui vont avoir des pensées suicidaires, 1, 2, 3 fois. Voici ce que vous devez faire. Maintenant, je dis, au cours de votre prochain stage, il y a des bonnes probabilités que. Donc, les attentes qu'on a sur la fréquence de certains événements critiques ont changé. Donc, c'est ça aussi, revoir ses attentes. Ses expectations, oui, mais aussi sur l'anticipation de ce qui va pouvoir se produire dans notre réalité professionnelle. C'est une partie de la solution. C'est juste de recadrer qu'est-ce qui va se produire probablement plus fréquemment qu'avant. Ça règle pas grand-chose, François, de se dire ça. Ça me fait juste avoir des idées plus réalistes. C'est pour ça que je dis, c'est une partie de la solution, mais c'est en aucun cas juste de vous ajuster à ce qui se passe, puis d'encaisser, puis de subir, puis de vivre sous pression, bouleversé sur le plan émotionnel, puis stressé tout le temps avec des difficultés d'endormissement le soir, de l'anxiété ou de l'insomnie matinale. Il faut bouger, il faut changer aussi notre rapport à la réalité. Comment on fait ça? Ben, c'est ça l'objet de notre conférence d'aujourd'hui. On va regarder des avenues de réponse pour le stress, pour la pression, pour les émotions. En 1 heure, on va vers quelques outils. Ils fonctionnent bien. C'est mes coups de cœur ou ceux que j'aime dire qui
qui ne conviennent pas, qui ne font pas plaisir à entendre, mais qui marchent. Pensez au sirop Buckley, tiens. Hein? C'est quoi le slogan de sirop Buckley? Ça n'a pas de l'air bon et ça marche. Donc, moi, je transforme ça un peu en disant, j'ai pas le goût de le faire, mais ça marche. Donc, suivez-moi là-dedans. À la fin, comme je vous dis, si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat. Karine va les ramasser. Puis à la fin, on vous donnera le temps de parole aussi s'il nous en reste. Mais avec plaisir, vous m'écrivez. C'est quelque chose que je peux faire. Une question auquel je peux répondre, moi, ou quelqu'un de mon équipe de recherche. Si on regarde l'ensemble des théories, j'ai pris 3 modèles théoriques qui ont été étudiés pendant des décennies, puis je les résume en une diapositive. Il y a 2 grandes avenues pour augmenter votre capacité à faire face. Augmenter vos ressources, donc vos capacités, vos compétences, votre énergie, votre santé, votre efficience, les outils, les alliés, le temps que vous avez pour prendre soin de vous. Plus vous allez augmenter vos ressources, meilleur va être votre niveau de bien-être, meilleur va être votre capacité à gérer vos émotions, la pression, le stress. Et l'autre volet qui est souvent recommandé et qui font partie de ces modèles théoriques-là largement étudiés, qui sont, juste pour les nommer, théorie de la conservation des ressources, le Job Demand Model aussi. L'autre partie, c'est de diminuer vos pertes de ressources. Donc, de porter attention aux endroits où vous perdez des ressources et de minimiser, de cesser ou de porter attention à ces éléments-là. Tout le monde, puis je m'inclus là-dedans, on perd d'énergie parfois pour rien, mais aussi on perd du temps, on fait des erreurs qu'on répète, on refait la roue parfois. Bref, il y a des endroits où vous pouvez minimiser les pertes. Alors, on essaie d'augmenter nos ressources, puis on essaie de couper, d'annuler, de réduire les pertes de ressources aussi. Si vous faites ça, ce que toutes ces théories-là postulent, puis ça se vérifie dans beaucoup d'études, votre niveau de bien-être, votre performance, votre satisfaction, votre niveau d'énergie, de plaisir va augmenter. Vous allez augmenter votre pouvoir d'agir sur votre environnement. D'accord? Donc, allons voir qu'est-ce qui permet de le faire maintenant. On va commencer par le principal, les émotions. C'est vraiment ça dont les gens me parlent le plus souvent. Je commence par ça. Je vous présente un modèle, j'ai mis entre guillemets simple. Il n'est pas difficile à comprendre, puis il est plus difficile à appliquer. Du moins, ça prend de l'entraînement pour l'appliquer. Ça se peut que les premières fois que vous l'utilisez, ça soit moins fluide, ça va venir. C'est un modèle qui a été prouvé, qui a été testé, qui fonctionne. Puis moi, je me suis permis de le modifier, de faire une version alternative un petit peu pour souligner des points importants du modèle qui a été vraiment recommandé largement par un auditoire d'experts. Premier conseil que je vous donne, c'est qu'il y a le phénomène de contamination émotionnelle, ça existe. On l'a vu dans des études, quelqu'un qui rentre dans une salle avec des cubicules où il n'y a aucune interaction verbale avec personne, mais qui rentre en maudit, fâché, qui est brusque dans les mouvements qu'il fait, maximum 10 minutes après, les gens vont sentir de la colère aussi autour, puis ils ne sauront pas pourquoi. Ou ils n'attribueront pas ça aux travaux, aux simulations qu'ils sont en train de gérer pendant ce temps-là. Donc, c'est important quand vous vivez des émotions de bien départager celles qui vous appartiennent de celles des autres. Des gens qui rentrent avec un sentiment de panique dans votre bureau, puis virtuel ou en présentiel, puis qui disent il se passe quelque chose de grave, vous allez être vous-même surpris, stressé, sous le coup de cette émotion-là. Donc, première recommandation, si vous n'avez pas de problème, la personne porte une situation d'urgence, ça lui appartient. Ça ne veut pas dire je ne t'aiderai pas parce que tu es stressé. François nous a dit de t'envoyer gérer ton stress, puis après ça, on se parlera. Mais c'est plus de dire, ben, moi, je n'ai pas ce niveau de stress-là, il ne m'appartient pas. Je vais entendre la personne, je vais essayer de l'aider, mais j'en ai pas de problème. Ce n'est pas moi qui ai à gérer cette urgence-là. Je vais y contribuer, mais je viens de distinguer. Parce que souvent, les Québécois, puis à l'Université de Sherbrooke, c'est pas différent. On tombe facilement en sympathie avec la personne. C'est qu'on va ressentir exactement les mêmes émotions que la personne qui est devant nous parce qu'on se préoccupe d'elle. Grosso modo, écran de ligne, c'est ça.
Voici maintenant le plan que vous pourriez suivre pour atténuer, désamorcer vos émotions. L'erreur qu'on fait, les Québécoises et les Québécois, c'est de colmater, contenir nos émotions, puis on le sort ailleurs. Puis on n'est pas tout seul à faire ça sur la planète. Dans les activités professionnelles, on est souvent en représentation, donc on essaie de faire le mieux possible, dans le service le plus professionnel possible. Et on contient, puis toute la journée, on est des fois, on vit ces émotions-là, mais on ne les laisse pas transparaître et ça peut sortir en frustration le soir, besoin de ventiler, besoin de faire des activités. C'est correct tant qu'on n'accumule pas ces émotions-là. Le mieux, c'est de les exprimer, cela dit. Je vais avec mon plan. Première étape pour être capable de gérer mes émotions, c'est de reconnaître que je suis dans une situation où je suis émotif ou émotive, puis de reconnaître qu'est-ce que je vis. Vous pouvez demander autour qu'est-ce que les gens vivent, qu'est-ce qui se passe pour comprendre les émotions, puis probablement que vous vivez la même chose. Personnellement, une chose que je peux vous suggérer, c'est de dire si je me laissais aller à faire ce que je veux en ce moment, qu'est-ce que je serais en train de faire? Si vous êtes devant un client puis que votre envie, votre désir, votre fantaisie, c'est de partir à courir puis aller retourner chez vous, vous êtes sur la bonne piste d'identifier votre émotion. Une fois que vous savez ce que vous vivez, le stress, ce n'est pas une émotion, mais la colère, la peur, de la surprise, du dégoût, de la joie, de la tristesse, c'est déjà un pas important. Ça vous permet de prendre un certain recul. Il faut désamorcer votre réaction. Il y a beaucoup de recommandations sur comment désamorcer les émotions. La meilleure façon qui a été recommandée, c'est de l'exprimer. Là, vous allez dire, oui, François, mais je ne peux pas l'exprimer parce que la personne concernée, elle ne peut pas le recevoir bien. Trouve un autre endroit pour l'exprimer. Par écrit, à une personne, vous-même, ou trouver une façon de communiquer ce qui se passe à la personne concernée dans des mots qu'elle peut recevoir. C'est la meilleure façon. Sinon, prenez une pause, respirez, détendez-vous, revenez par la suite. Puis sinon, la pause, elle sera le soir, mais restez pas à vivre continuellement les mêmes émotions sans trouver votre soupape. Vous n'aimerez pas ce que je vais vous dire. La façon suivante, l'étape suivante, c'est d'aider l'autre à se calmer ou à se désamorcer. Surtout si c'est une période de tension, de confrontation avec une autre personne. Si vous l'aidez à se désamorcer également par de l'écoute active, refléter son sentiment, poser des questions pour bien comprendre, reformuler ses propos, ça va l'aider à se calmer. Et là, on est capable de travailler en mode résolution de problème. Puis, l'étape, quand on a identifié les solutions, qu'on oublie souvent, c'est de faire un plan d'action. On a trouvé une solution, mais qui va faire quoi, quand, où, comment, avec quelles ressources? C'est de préciser le plan. C'est pas juste d'émettre une solution, puis personne ne l'a fait. Ça me fait un peu drôle de dire ça dans une conférence universitaire, mais ce qui en découle, c'est de la mettre en application. S'il y a des gens qui ont d'excellents plans, d'excellentes solutions, c'est pas tout le monde qui l'agisse, la solution. Là, je laisse 3 petits points en suspension en disant oui, oh oui, je parle aussi de moi, je parle de vous, c'est qu'il faut le faire. Et après ça, il faut se ressourcer. Je vais revenir sur comment se ressourcer dans un instant. C'est qu'il faut reconnaître que les émotions prennent énormément d'énergie dans une journée. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais une journée où on a l'impression d'avoir rien fait, on a vécu tellement d'émotions dans notre journée qu'on est complètement lessivé, brûlé. C'est ça. Ça prend énormément d'énergie, de ressources, de vivre des émotions intenses dans une journée. Hein? Si je vous donne l'image d'une réunion qui dure 15 minutes, mais on a l'impression qu'elle a duré toute l'avant-midi sur le plan d'énergie, ça peut être ça. Ça va? Je reconnais ce que je suis en train de vivre. Je me désamorce. J'aide l'autre à se désamorcer pour qu'on puisse se parler, trouver une solution ensemble. On se fait un plan dans lequel tous les deux, on a des responsabilités. S'il n'y a personne d'autre impliqué, c'est une émotion que je vis, j'agis mon plan et je fais attention à moi, je me ressource par la suite. Pour les émotions, c'est le meilleur plan que je peux vous enseigner en quelques minutes.
François, je vais juste t'interrompre brièvement. Il y a eu une petite intervention dans la conversation, puis Oui, on demandait quand on parle des émotions intenses, est-ce qu'on parle seulement des émotions négatives? non. Alors, je te laisse répondre, on vient de parler des émotions avant de passer à autre chose. La surprise n'est pas négative ou positive en soi. Colère, tristesse, on associe ça plus aux émotions négatives. C'est surtout à celles-là qu'on fait référence quand on dit j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'outils, j'ai besoin d'informations pour mieux gérer, mais je vous souhaite de vivre de la joie de façon intense à chaque jour. Puis vous serez pas vous aurez peut-être pas besoin d'outils à court terme, mais si vous êtes toujours dans des grandes émotions, hein, vous revoir vos familles, par exemple, dans le temps des fêtes, des grands événements où on reconnaît, par exemple, votre contribution devant votre équipe, c'est beaucoup d'émotions et ça fatigue tout autant. Pas besoin d'un plan d'action, là. C'est pas ça. Mais c'est juste d'aller tout de suite à l'étape 6, reconnaître que c'est venu me toucher, mais aussi de dire ben, qu'est-ce que je fais pour m'aider à déposer ça. Mais je vous souhaite dans les émotions positives, puis tant mieux si c'est tellement intense que vous avez besoin de vous ressourcer ou de vous déposer ou d'un moment de solitude. Mais c'est juste de le ressentir, d'accepter que les émotions viennent changer vos plans, que ça prend de l'énergie, puis que vous avez besoin de quelque chose après pour vous remettre de toutes ces émotions-là. OK? Qu'elles soient négatives, positives, mais les appels à des ressources externes ou à des conseils ou à de l'information, c'est souvent plus dans les émotions négatives ou neutres. Si on conjugue les émotions aussi, ben, ça a un effet exponentiel. Si c'est de la surprise puis de la colère en même temps, puis ça amène la tristesse, là, notre carburant d'énergie, notre énergie va diminuer d'autant plus. J'espère que ça répond, puis sinon, pas hésiter à relancer là, avec la conversation. Regardons maintenant le stress. Qu'est-ce qu'on peut faire face au stress? On va distinguer quelque chose d'important. Ce qui nous préoccupe depuis 3 ans, c'est pas l'amplitude du stress aigu, c'est aussi la durée. Ce qu'on remarque dans la plupart des études, c'est que les gens nous disent qu'ils sont stressés en continu. Donc, la durée du stress, c'est un facteur préoccupant aussi. Donc, ce que vous avez devant vous, c'est un modèle que beaucoup de gens ont croisé au cours de leur formation, de leur carrière ou sur les réseaux sociaux. C'est la courbe du stress. Il y a 3 phases dans le stress et je vous ai trouvé quelques outils, quelques idées pour chacune des phases selon où vous en êtes. Il y a des outils pour quand un stresseur, donc un événement qui stresse survient, c'est la réaction d'alarme, tout notre corps se mobilise pour faire face à la situation. Il y a le stress après ça qui devient continu. C'est la phase de résistance. C'est là où on est toujours activé, puis toujours à la recherche de solutions, mais on n'est pas encore apaisé. Puis il y a la phase d'épuisement. Puis là, juste pour distinguer, je ne parle pas de la phase où les gens ont plus de ressources, sont en épuisement. C'est juste la phase où on revient à la normale. Puis il y a des actions que vous pouvez poser pour vous aider à conjuguer avec ce stress-là qui peut être quotidien ou qui peut être en continu sur une longue période, qui peuvent vous aider. Les voici, puis grâce à quelqu'un qui est extrêmement plus compétente que moi en infographie, on a réussi à mettre ça en colonne pour amener plus de clarté. Donc, pour la réaction d'alarme, ben, on suit le pointillé, hein, distinguer l'urgence, le sentiment d'urgence. Est-ce que c'est mon stress, premièrement, ou ça vient de quelqu'un d'autre? Et est-ce que c'est une vraie urgence? Est-ce qu'il y a des conséquences immédiates importantes si on ne règle pas la situation? Parfois, on est face à quelqu'un ou face à notre propre réaction qui est l'anticipation des conséquences graves potentielles de cet événement-là. Bref, on exagère l'ampleur ou l'importance ou l'urgence d'agir. Meilleure est notre capacité à bien distinguer l'urgence du sentiment d'urgence. Meilleure va être notre réaction, au sens où l'amplitude de notre réaction d'alarme va être moindre si on est comme moins stressé par l'événement. Repérer et éviter les effets du stress d'autrui, ça veut dire de bien comprendre si c'est mon stress ou quelqu'un est en train de m'influencer par son niveau de stress actuel. Évaluer rapidement votre mission, votre mandat dans ce cas-là. Moi, mon rôle face au stress que vit la personne, face aux événements, c'est quoi? Si vous êtes capable de bien cerner votre rôle, les actions, ben c'est comme si l'amplitude de la réaction qui est attendue de votre part est plus circonscrite. Ça permet de réduire l'empan de votre réaction ou de ce qu'on va attendre de vous pour que vous puissiez agir de façon conséquente.
Négocier les conditions de réalisation de vos mandats. Quand on vous dit c'est urgent, il faut que ce soit réglé dans l'heure. C'est une vraie urgence, il faut réagir. Ben, moi, je peux m'occuper de ça, ce bout-là. C'est pas de tout prendre sur vous, et c'est de bien circonscrire les actions que vous allez poser. Sinon, changez le format. François, il faudrait qu'on ait le rapport pour le comité d'éthique qui change, il faudrait faire ça. Oui, OK, on peut le faire. On a jusqu'à vendredi. Qu'est-ce qui est réaliste de faire d'ici à vendredi? Ben, ce serait peut-être d'avoir un texte en point de forme des principaux éléments. Ça vous conviendrait-tu plutôt qu'un long document ou une longue explication? Donc, négociez votre réponse face au stress avec les personnes concernées, soit qui sont à la source du stress, soit qui ont un regard sur votre performance ou qui sont impactés par votre réaction, puis eux-mêmes, ça peut augmenter ou décroître leur niveau de stress. Et planifiez vos priorités. Vous avez un service de garde qui vous attend à 4h15, puis la réunion se termine à 4h, mais là, ça commence les 4h05. Votre priorité, c'est d'aller au service de garde. Fait que si vous n'êtes pas en position de décider, ben, tenez la personne qui décide de la situation que vous allez devoir quitter. Donc, mettez des limites. C'est facile. Je reviens dans un instant sur comment on va faire ça. Face à une longue période de stress, sur la phase de résistance, la meilleure recommandation qui est souvent formulée, c'est de prendre des micro-pauses. Prendre une micro-pause, là, c'est de prendre 5 minutes à chaque heure de travail continu. Ça, c'est le minimum que vous pouvez faire. Puis si on faisait une étude en comparant les gens qui prennent des pauses puis les gens qui ne prennent pas de pause pour répondre à une demande de travail continu, je parierais peut-être pas, je ne sais pas ce que je pourrais parier, mais je parierais tout simplement que probablement que la personne qui prend ses micro-pauses et qui en prend un peu plus va avoir un même rendement ou un rendement supérieur à la fin de la journée. D'accord? Prenez le temps de respirer. Ce que vous pouvez déléguer, je sais que la délégation peut être source de stress aussi, mais aller chercher un appui quand c'est possible. Essayez de prendre des pauses le soir, les fins de semaine ou les moments où vous n'êtes pas attitré au travail. Sinon, planifiez-vous une grande période de repos par la suite. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de régler les sources de stress qui reviennent. Moi, j'appelle ça les stresseurs, les causes de stress. Donc, les stresseurs qui reviennent de façon saisonnière, de façon cyclique, de façon annuelle, essayez de les régler ou de prévoir ces périodes-là pour déjà avoir des réponses qui sont préparées ou des actions qui sont déjà plus facilitées. Puis augmenter votre efficience. Ça veut dire essayer de faire avec les mêmes ressources que vous avez mieux ou faire la même chose avec moins de ressources. Là, je m'en vais vers des choses qui ne vous plairont pas, mais quand on arrive à diminuer notre niveau de stress, il faut accepter qu'on aura une période pour se reposer, se ressourcer. Ça veut dire quoi? Je vais y venir, mais ça peut dire que votre merveilleux appareil de télécommunication pourrait être fermé pendant cette période-là. Je connais des gens qui disent, on s'est loué un chalet et on a, dans nos critères de sélection de chalet, on a mis pas de Wi-Fi, pas de réseau. Donc, ils ont compris. Ça peut être source d'anxiété, François, là, de couper les technologies. Oui, oui, je sais. Je ne dis pas que c'est facile, que ce n'est pas exigeant, mais selon l'étape de votre réaction, votre maintien, votre apaisement, ça, c'est des outils qui peuvent fonctionner et vous aider. On va regarder maintenant quelques techniques pour mettre des limites. Ce qu'on a tous appris depuis notre tendre enfance, c'est les mêmes techniques qui fonctionnent, à mon avis, pas mal moins en ce moment. Dire non merci, dire que votre charge de travail ne permet pas d'ajouter ça, retarder votre réponse en disant je vais y penser, je te reviens, et déléguer. Déléguer, c'est toujours possible, mais moi, je remarque de plus en plus de gens qui sont stressés à l'idée de déléguer. C'est une excellente solution, mais si pour vous, en ce moment, ça accroît votre niveau de stress quand vous déléguez quelque chose à quelqu'un d'autre, puis que vous faites ce qu'on appelle du micro-management, vous suivez la personne à la trace, vous n'avez pas vraiment réussi votre délégation. Donc, suivez une formation ou renseignez-vous ou allez chercher des connaissances sur comment réellement déléguer. Ça vient avec un lâcher-prise qui devrait vous apaiser. On va regarder des techniques qu'on prend moins souvent.
Demandez l'autorisation à une personne de lui donner du feedback. Ça veut dire que si vous êtes face à un supérieur immédiat, par exemple, qui vous demande beaucoup de travail, puis que ça ne rentre plus, vous pourriez demander quelque chose de très simple qui a un bel effet. Est-ce que tu pourrais m'aider à prioriser tout ce que j'ai en ce moment? Donc, si je m'assois avec, ce qui n'est pas le cas, là, avec ma doyenne, puis je lui dis, écoute, j'ai tout ça, qu'est-ce qui est le plus important dans le travail qu'on fait ensemble? Ben, ça va lui permettre d'une part de comprendre tout ce que j'ai, puis de m'aider à classer ces priorités-là. Fait que c'est une façon de donner un feedback. Tu me permets-tu de mentionner qu'est-ce qu'il y a comme implication à cette demande-là? C'est une autre façon de donner du feedback. Donc, sensibiliser les gens à tout ce qu'ils demandent. La plupart des gens qui sont dans une position de client, super immédiat, c'est pas de leur faute. Ils savent pas tout ce que vous avez, puis ils savent pas ce qu'implique beaucoup de demandes qu'ils vous font. Donc, les sensibiliser à ce que ça implique, c'est une bonne façon de le faire. Une autre chose que j'utilise, puis je répète, une bonne façon de mettre des limites, c'est d'expliquer votre rôle, qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il ne comprend pas. Juste pour vous faire sourire, moi, quand j'étais étudiant, j'étais réceptionniste à l'université où je faisais ma formation. J'étais réceptionniste de soir, donc de 5 h à 8 h le soir, du lundi au vendredi, moi, j'étais la réceptionniste et j'avais 3 appels, donc j'étais très bien payé. Par ça, il y a quelqu'un qui, à un moment donné, m'a appelé pour dire bonjour, vous êtes Université Untel. Alors, moi, je suis en train de faire les devoirs avec mon garçon, puis on ne se rappelait pas les règles de l'accord du participe passé. Pourriez-vous nous les répéter, s'il vous plaît? Je vous mets en haut-parleur pour que mon fils les entende. Expliquer mon rôle, puis mes responsabilités. Ça a été de dire, ben, oui, je les connais, mais c'est pas ce que je vais faire avec vous ce soir. Est-ce que vous voulez que je vous transfère au département des littératures linguistiques? Ah non, 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 on fait juste les dire. Non, je ne ferai pas ça. Mais vous êtes l'Université Intel. Non, je suis le réceptionniste le soir de l'université. Ça ne fait pas partie. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il va falloir oser déplaire à certaines personnes pour le faire. Autre chose que vous pouvez faire, prévoir les moments où vous allez être très sollicité sur le plan émotionnel puis sur le plan de la pression. Mettre des limites. Et prévoir ces périodes-là. Si la période de pointe, c'est l'été parce que vous avez beaucoup de mémoire de thèse encadrée, ben moi, ce que je dis à mes étudiants, au mois d'avril, je vais prendre des vacances cet été. C'est cette période-là. Juste avant, vous allez m'envoyer vos projets, mémoires, thèses. Voici les paramètres. Faut que vous me donniez au moins 2 semaines pour vous donner une rétroaction. Il faut m'aviser à l'avance à quel moment vous allez me l'envoyer pour que je réserve du temps à l'agenda. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave, mais ça se peut que ça soit 3 semaines. Donc, je me prépare et je prépare les gens avec qui je vais travailler dans ces périodes-là. Sinon, si ça ne rencontre pas les attentes, nommez vos limites. Calmement, respectueusement, il y a un étudiant il y a 5 ans qui m'a envoyé son mémoire doctoral, puis il y avait une date limite très officielle. 2 jours avant que je parte en vacances, j'ai dit, je suis désolé, tu peux écrire, demander un délai, puis je vais l'approuver. Tu peux prendre ce courriel-là pour dire que je quitte après-demain en vacances, puis que c'est trop serré dans le temps. Calmement, respectueusement mes limites, c'est impossible. Ça va? Regardons quel genre de pression nous avons, puis comment on peut réagir à ces formes de pression-là. J'avais une question quiz pour vous avant. À votre avis, là, la principale source de pression que vivent les gens de la communauté universitaire, que ce soit de l'Université de Sherbrooke ou d'autres universités concurrentes, est-ce que vous pensez que c'est les autres qui nous la mettent ou c'est soi-même? Écrivez votre réponse dans le chat, ça va rester entre nous. Mais la plupart des gens que moi je croise, ils reconnaissent que ça vient d'eux. C'est eux qui se mettent le plus de pression. C'est une réponse intéressante, puis ça amène aussi une réflexion sur à quel point je veux m'en remettre de cette pression-là. Pour aujourd'hui, on regarde la pression externe. 2 sortes de pression, la pression sociale qui vient des autres et la pression qui est liée à la charge de travail, qui est la quantité perçue de travail que j'ai à faire. Pourquoi je dis perçue? Parce que j'ai vraiment beaucoup de jobs, là. Objectivement, j'ai beaucoup de travail parce que la perception est plus importante que la quantité réelle de travail.
on a perçu du travail en nombre très, très abondant, alors que peut-être on en avait moins dans les faits. On s'est mis de la pression, on a extrapolé certaines attentes, puis on remarque que ça a des effets sur le bien-être, sur la santé psychologique des personnes, sur le niveau de stress. Ça, vous n'êtes pas surpris de ça. Puis on a vu aussi que les gens qui percevaient pas assez de charge de travail, pas assez de défis, avaient les mêmes conséquences. Donc, on a besoin de sentir qu'on a un niveau optimal de charge de travail pour performer et être bien. Revenons à la pression sociale. Quand les gens nous mettent de la pression, la meilleure façon, c'est de leur dire non. Pour être confortable à dire non, ben, il faut bien les connaître et avoir un lien avec elles. Quand c'est un sentiment d'urgence, c'est pas une vraie urgence, c'est de ramener la personne à se faire un plan. En disant, j'entends ça, qu'est-ce que tu vas faire avec la situation? Pas qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Si vous faites ça, la personne vient de vous mettre son singe sur vos épaules, puis elle a bien réussi, puis il y a des gens très habiles à le faire. J'entends que tu vis une situation qui est exigeante, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, si vous pouvez donner des références, des ressources, des lectures, peu importe ce que c'est, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous aidez la personne à résoudre sa situation? Mais ce que vous ne voulez pas faire, c'est prendre la pression de ce sentiment d'urgence sur vos épaules. L'autre grand pas qui est à faire, c'est d'arrêter de le prendre personnel. Quand les gens ne sont pas satisfaits, on dirait qu'ils cherchent quelqu'un à qui en vouloir ou qui vont demander vraiment à toute personne qui est prête à les aider un coup de pouce. Pas le prendre personnel, c'est deux choses. C'est dire, la personne vit une situation difficile, qu'est-ce qui peut l'aider qui est dans ma mission, dans ma tâche, mais je vais le laisser résoudre. Puis d'autre part, quand les gens utilisent beaucoup de mots de flatterie, de reconnaissance pour avoir quelque chose en retour, c'est une sorte de pression sociale en disant Monsieur Courcy, on a trouvé vos travaux scientifiques super intéressants. On aurait besoin d'un expert comme vous pour évaluer des manuscrits pour notre revue dans la prochaine année. C'est pas personnel au sens où, si je dis non, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Tout aussi extraordinaire, qui est aussi prolifique, peu importe les qualités de cette personne-là. Ça va. C'est pas personnel. Est-ce que ça vous tente vraiment de faire ça? Est-ce que ça tombe dans votre mission? C'est une bonne façon de conjuguer la pression sociale pour bien distinguer qu'est-ce que vous avez à faire puis qu'est-ce qui n'est pas de votre ressort, ce sur quoi vous pouvez décider d'agir ou non. Et contrairement à ce que l'adage dit, la nuit porte conseil, moi, je vous suggère de dire non tout de suite et de négocier. En disant, je ne peux pas le faire comme ça, je ne peux pas le faire dans le délai, dans ce format-là. On peut voir qu'est-ce qu'on peut faire. En fond, prenez pas la pression des autres sur vous. Face à la charge de travail, les recommandations sont un peu dans le même sens et vous n'aimerez peut-être pas ça. Est-ce que vous pensez que les Québécoises, les Québécois, de façon générale, on est bon pour estimer le temps que prend vraiment un projet ou une tâche? La réponse, c'est non. La règle du pouce que je dis à mes étudiants quand ils sont à bâtir des projets, des offres de services, c'est multiplier par 3 le temps que vous pensez que ça va vous prendre. Par 3? Ouais. Parce qu'on n'anticipe pas tous les retards, les délais, les allers-retours, on n'analyse pas en partie très, très fine toutes les opérations qui sont derrière certains projets. Donc, il faut donner une idée réaliste de charge avant d'accepter quelque chose ou avant de partir un projet. Assurez-vous d'avoir une bonne évaluation juste du temps requis. Avant de commencer, assurez-vous aussi que vous avez toutes les ressources requises. Il y a des gens, en tout cas, je parle pour le campus de Sherbrooke ou campus principal. Moi, quand je me rends au campus, je vois un nombre incroyable de gens qui arrêtent de se prendre un café dans la voiture. Puis je me dis, pourquoi est-ce qu'ils attendent 15 minutes dans leur voiture pour aller travailler après avec leur café? En plus, ça leur coûte 3 $ chaque jour. Et là, l'hamster, il part. C'est une condition, c'est une ressource pour être capable de faire sa journée. C'est la réponse toute simple. Réunissez vos conditions, vos ressources requises. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce qu'on a les capacités de faire ça? Sinon, qu'est-ce qu'il manque? Et reconnaissez rapidement vos limites quand vous avez besoin d'aide. Allez chercher un appui, déléguer. L'autre condition intéressante, c'est pour répondre à la pression, c'est de planifier la tâche dans l'agenda avant de commencer. Est-ce que ça rentre? Il y a votre agenda, par exemple Outlook, qui peut répondre à cette question-là, à quel moment ça va être possible de le terminer de façon réaliste.
dernier conseil que je vous donnerais, c'est de chercher des moyens pour devenir toujours plus efficient chaque jour. Ça va vous aider. Peut-être pas chaque jour, mais chaque semaine, investir une petite quantité de temps pour devenir plus efficace. Comme la conférence d'aujourd'hui, ben, ça vous permet de gagner en efficience. Maintenant, je vois le temps qui file. Je continue à avancer. On va regarder des moyens, des techniques qui sont recommandées pour rester calme alors que la pression, elle monte de façon importante. Elles sont classées en ordre de fréquence par les experts qu'on a lus. La première recommandation qui est la plus souvent partagée par les experts, c'est de respirer. Moi, quand j'entraîne des étudiants à faire leur première conférence scientifique quand ils sont au bac, la recommandation que j'ai faite le plus souvent, c'est respire à la fin de tes phrases. Sinon, tu vas perdre connaissance, tu vas manquer d'air. Puis même un étudiant, je dis, ouais, je suis désolé, ce cours-ci, je vais respirer, mais ça ne rentre pas en 20 minutes. Là. On va trouver une solution pour que je puisse respirer. Là. J'ai souri, mais on va couper des phrases. On va donner du temps pour respirer. Prenez le temps de bien identifier c'est quoi votre rôle. Enlevez-vous la pression sur tout ce qui est superflu, ce qui n'est pas nécessaire. Hein? Aujourd'hui, j'aurais pu pratiquer 3 fois ma conférence. Je ne l'ai pas pratiqué parce que je connaissais du matériel. Je me suis dit que ça va sortir comme je pense, puis ça sera ça ma conférence. La mission, c'est de communiquer le savoir. Calmez-vous avant de planifier. Si vous êtes agité mentalement, c'est difficile de bien organiser votre travail. Quand vous planifiez, ben, regardez toutes les opérations avant, puis après ça, on lance les opérations. Réunir toutes les conditions. Je parlais d'un café au restaurant, là, mais les conditions, ça va être le matériel, les outils, la main-d'œuvre, l'alignement des acteurs. Prenez le temps de tout mettre en place pour que ça réussisse. Parfois, il y a un projet qui va être plus long à préparer qu'à réaliser. C'est ça aussi la réalité de certains projets. L'autre recommandation qui me fait toujours sourire, elle est très partagée, alors je vous le dis, c'est commencer votre travail. Donc, les gens qui procrastinent, qui anticipent, qui sont anxieux à l'idée de commencer-le. Et l'autre que je trouve très utile, c'est de mesurer vos progrès. Si votre travail en prend environ 100 heures à réaliser pour qu'on complète une étape importante de notre calendrier annuel d'opération, bien, vous en êtes où? En pourcentage, en heures, en étapes franchies, ça fait du bien et ça permet de dire ça avance. Puis je reste concentré. Une autre chose que j'ai ajoutée qui n'est pas nécessairement recommandée par d'autres experts, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis à 8, j'ai mis une puce, là, c'est au lieu d'attendre de répondre aux demandes d'informations sur où vous en êtes, qu'est-ce qui reste à faire, informer ou habituer les gens avec qui vous travaillez que vous allez les informer des progrès. Mettons, les vendredis après-midi à 1h, moi, je connais un gestionnaire qui envoie un texto à toute son équipe en disant voici, salut gang, voici tout ce qu'on a fait cette semaine, voici ce qui nous attend la semaine prochaine. Bon week-end tout le monde. Donc, les gens savent qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire dans la semaine, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui les attend la semaine prochaine. C'est un texto de quelques caractères. Il n'y a pas beaucoup de textos en disant hey, ouais, on en est, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas ça. Les gens savent qu'à 1h, ils vont avoir le bilan le vendredi. D'accord? Là, je vais vous montrer comment vous ressourcer. Les psychologues, on est vraiment, vraiment particuliers. Donc, on prend les cheveux en 4 sur le sens de la longueur avec des mots. Pour moi, décrocher, se divertir et se ressourcer, ce n'est pas la même chose. Je vous ai donné des exemples avec une définition de chacune, mais je vais vous surtout les distinguer. Décrocher, ça veut dire d'être capable, par une activité, d'arrêter de penser au travail puis de se mettre en mode loisir ou vie personnelle. Il y a des gens pour qui c'est très difficile de décrocher. Vous avez des exemples. Puis souvent, c'est faire quelque chose qui amène une interruption dans notre fil de pensée. Ceux qui sont sur le campus principal, les Sherbrookeois, ce qu'ils vont faire en sortant du campus avec leur voiture ou en marchant, moi, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui écoutent des balados et il y a même des gens qui écoutent dans leur voiture des chansons et ils chantent. Maintenant, ils ne chantent pas tous bien. Parfois, ils devraient fermer les fenêtres de leur voiture pour chanter, que ça soit plus personnel comme expérience, mais à Sherbrooke, on est généreux, donc ça chante aux arrêts d'autobus, ça chante aux arrêts au feu de lumière. Je trouvais ça très drôle. J'arrivais de Montréal, puis je disais, oh boy, spécial. Il y a 20 ans, c'était ça aussi. Puis maintenant, je comprends. Ça permet de décrocher.
Se divertir maintenant, ça veut dire de faire des activités pendant lesquelles on ne peut pas penser à nos sources de préoccupation, que ce soit le travail, la vie personnelle, la vie familiale, l'aspect financier. Et ça, il faut vous essayer plusieurs choses. Mon voisin Guillaume, lui, c'est des feux d'artifice à la Saint-Jean. C'est divertissant. L'autre chose qui est important quand on se divertit, c'est d'être transporté ailleurs. Donc, qu'est-ce qui vous amène loin, 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 loin de vos sources de préoccupation? Se ressourcer, enfin, c'est de faire une activité qui va à l'inverse de ce que vous faites quotidiennement, qui vous demande un effort, une énergie, l'exercice de vos compétences. Moi, je donne une conférence, je suis dans une pièce fermée, j'ai un écran devant moi. Ben, ça veut dire que François, le soir, il va courir à l'extérieur. Ah ouais, mais s'il pleut, il ira pas. Oui, il va s'outiller pour pouvoir y aller même s'il pleut. Si je passe 8 heures devant un écran, es-tu en train de dire que je ne devrais pas écouter une série télévisée le soir? Je dirais c'est divertissant, donc on ne le coupe pas, mais c'est pas ressourçant. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est sous pression, stressé, ben, ça peut ressembler à faire un potager l'été parce que c'est à l'extérieur, c'est dégagé, on ne peut pas être pressé, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Faites faire le contraire de ce qui vous prend de l'énergie à votre journée. OK? Vous faites au moins une de ces choses-là pendant au moins 15 minutes par jour avec le temps que vous avez sauvé avec ce que je vous dis. François, on a Oui. eu quelques interventions, questions dans la conversation et qui ont suscité là, plusieurs réactions. Donc, je te les relais. La première question de Nancy Boivin, comment faire pour dire non merci et mettre nos limites quand l'équipe et le patron obligent, quand c'est urgent? On ne peut pas retarder. Exemple, et tu ne seras pas surpris de l'exemple, un CIUS première ligne. Okay. Qu'est-ce qu'on fait? On démissionne, on change d'emploi, réflexion, et voilà. Mais c'est correct de prendre un temps de réflexion sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus, puis est-ce que ce que j'ai en ce moment convient. Vous êtes dans un CIUS, s'il vous plaît, restez. Il y a une pénurie très importante. Blague à part, prenez un temps de réflexion, honnête avec vous-même. D'autre part, j'ai dit un mot-clé qui est à peaufiner. On a peu de temps aujourd'hui, mais négocier. Donc, trouver des compromis, des aménagements qui font en sorte que vous avez une contribution à l'équipe, que l'équipe se sente respectée, bien sûr, mais que de part et d'autre, on arrive à un point de jonction où on est gagnant-gagnant. Donc, de prendre toujours sur soi la pression de l'équipe, à un moment donné, les gens démissionnent, ou s'épuisent, ou s'écœurent, ou je rentre dans des milieux à des fois où les gens, sur leur écran d'ordinateur, il y a un compteur à rebours qui dit le nombre d'années, de jours, d'heures, de minutes, puis de secondes avant le départ à la retraite. On a l'impression que les gens font une peine d'emprisonnement au travail. Donc, si vous êtes dans cet état mental-là, vous faites du temps, ben, on se questionne, mais sinon, on change ou on négocie ce qui est notre rôle, nos responsabilités, puis comment on doit répondre à des situations urgentes. Je m'excuse, hein, c'est une superbe question, on n'a pas beaucoup de temps, mais j'espère que ça vous donne quelques pistes. Est-ce qu'il y avait d'autres? Oui. Oui, il y avait une autre pour plusieurs postes. Notre mission, justement, c'est pas toujours très clair. Hein. Les descriptions de fonctions sont pas toujours très claires. Fait que là, on mentionne que ça peut être difficile de fixer les limites, de déléguer parce que on est dans un flou, là. Oui. Si vous avez des rencontres statutaires, abordez-le directement avec votre supérieur immédiat ou si vous avez des rencontres d'équipe où ça c'est traité ou amenez-le comme point, abordez-le. C'est quoi votre rôle, vos responsabilités de façon à amener de la clarté. Les études qu'on voit là-dessus sont vraiment importantes. C'est un des principaux facteurs de protection quand on a une description claire d'attente puis qu'on a du feedback sur notre réussite, ça protège la santé et le bien-être des personnes. C'est qu'aller chercher du feedback. Puis demander, comme je disais tout à l'heure, la question sur c'est quoi mes priorités, qu'est-ce que je dois mettre de l'avant, puis il y a tout ça dans mon panier. Puis, si vous avez une réponse plate comme ben, tout ça est important, ben, par quoi tu veux que je commence? Donc, quand je dis négocier, c'est pas juste j'essaie d'en faire le moins possible, c'est de s'entendre puis de s'arrimer clairement sur le travail qui est à faire. Là.
Puis, mon Dieu, j'aurais pris plus de temps avec vous. On continue d'avancer, mais ce sont d'excellentes questions. En cas d'urgence, François, qu'est-ce que je fais? 5 solutions que vous n'aimerez pas ou que vous n'appliquerez pas, mais qui font une grande, grande différence, puis que je n'arrivais pas à caser aujourd'hui dans la catégorie stress, pression, émotion intense. La première recommandation que je vous fais, c'est d'avoir des périodes où votre technologie est fermée. Ça veut dire que vous ne prenez pas vos courriels, vous ne prenez pas vos textos, vous n'allez pas sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tout le monde a ça entre les mains, puis certains sont en train peut-être de texter en ce moment, mais tournez-le sur le côté. Il y a un bouton qui est attaché à une application qui est built-in dans l'appareil. Vous l'enfoncez 3 secondes et puis c'est marqué éteindre. Vous l'éteignez. C'est super simple à faire. Donnez-vous des règles de vie. 8 heures, je ne prends plus mes appels, je ne prends plus mes courriels, à moins que vous soyez en mode garde, que vous ayez cette tâche-là, mais avec des périodes où vous pouvez éteindre. Ça fait un bien immense. L'autre chose qui est à cultiver quand vous êtes en situation d'urgence, puis que là, la pression elle monte, c'est un mantra qui va vous aider de façon importante, c'est de dire « moins pis ». Dans le « moins pis », on enlève une couche de pression, puis on se dit c'est quoi l'urgence immédiate? Quels sont les réels dangers? On revient à une situation avec plus d'acuité, puis là, on est capable d'agir de façon plus efficiente. Autre chose, essayez de rire de vous-même. Puis ça vous enlève une pression immense. Si vous avez des pitons, ce qu'on appelle des hot buttons, qui sont des déclencheurs, ben, riez-en. Moi, je suis un gars de la région de Québec. Quand je suis arrivé à Montréal pour faire ma formation, tout le monde riait de mon accent. Puis à un moment donné, moi, j'ai une photo, c'est une baleine, puis c'est Madeleine. C'est pas Madeleine, photo. On a ri de la situation. C'est juste un cas de figure, mais travaillez à juste décompresser ces pitons-là qui vous activent. Lorsque ça ne va pas, une bonne dose d'autocompassion, vous reconnaissez vos limites, vous reconnaissez votre contribution, vous enlevez de la pression sur vous, puis vous prenez un temps pour vous ressourcer. C'est des activités qui sont de cette catégorie-là, de prendre soin de soi avec respect et considération. Sinon, revenez en disant, c'est quoi mon utilité là-dedans? C'est quoi ma mission à moi? En faire plus, pas faire des choses à côté. Puis si votre mission n'est pas claire, clarifiez-la pour vous. Vous avez besoin de quelqu'un ou de la rimer avec d'autres personnes comme une équipe de travail. C'est une très belle discussion à avoir avec son équipe. En somme, je vous dis aujourd'hui, le contexte, l'expérience professionnelle a beaucoup évolué. On fait face à des nouvelles exigences. Il y a une loi qui s'en vient qui va nous aider sur les risques psychosociaux, mais on doit aussi bouger pour mieux vivre notre réalité professionnelle. Puis ça passe par la gestion du stress, des émotions, de la pression, en mettant des limites, en ajoutant des outils, puis en se donnant des périodes où on décompresse. Si vous faites ça, vous protégez activement votre santé psychologique et ça a un impact sur les gens aussi à côté de vous. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire vous êtes bête, vous êtes déplacé, mais quelqu'un qui fait ça, ça paraît dans un milieu, les gens le remarquent et ils vont même s'ajuster à votre nouvelle disposition, puis ça va probablement les influencer aussi. J'ai terminé. Je pense qu'on a même le temps. C'est formidable, mais je pense que j'ai arrêté mon appareil. C'est qu'il reste 1 ou 2 minutes pour des questions. Karine, veux-tu nous dire quelles sont les questions qui sont apparues dans le chat auxquelles on n'a pas encore répondu? Bien, il n'y avait pas d'autres questions dans le chat qui concernent le contenu de la présentation. Toutefois, il y avait quelqu'un qui avait levé la main tantôt puis qu'on n'a pas répondu à la question. Je ne sais pas si elle est encore parmi nous puis elle aimerait poser sa question. Bien sûr. Je pense que Annick Bisson, si je me souviens bien, là, qui avait levé la main tout à l'heure. Est-ce que Annick, j'autorise ton micro, Annick, et tu pourras la poser de vive voix, là, ta question. Non, voilà. J'ai accroché le bouton. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Bon, parfait. Josée Sirois, ce sera pas long, Josée, j'autorise le micro. Alors, tu vas pouvoir poser ta question. Allez-y, Josée. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Merci, fort intéressant. Écoutez, moi, je suis assistante chef et souvent, ce que j'ai comme feedback, c'est souvent pour essayer de régler des situations de pression, de charge de travail.
des employés qui se victimisent. C'est ça, tu veux que je botche mon travail comme si nous, c'est ça qu'on faisait, puis ils finissent par le faire en cachette. Alors donc, comment je dois réagir face à... Puis là, c'est ça, fait que on n'arrive jamais à trouver un point d'entente parce que c'est toujours remis, c'est ça, moi, tu penses que je fais pas ma job, puis moi, je veux pas botcher, puis il n'y a rien qui rentre. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens ou beaucoup de discours que vous rapportez qui sont immatures, puis où les gens se déresponsabilisent, puis vous remettent, dans le fond, la faute sur vous. Je ne dis pas que c'est magique ou que ça va fonctionner nécessairement, mais moi, un mot que j'ai utilisé dans des situations comme ça, c'est le mot dorénavant. Et là, je viens cadrer les attentes sur la conduite. Par exemple, là, puis je trouve qu'on a des étudiants, on est chanceux, on a des étudiants brillants qui travaillent fort, qui ont de la volonté, mais ils avaient pris un pli, on va dire ça comme ça. Puis dans mon laboratoire, ils arrivaient en disant, François, il se passe ça, puis ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, j'ai dit, dorénavant, vous venez à mon bureau, puis vous amenez tous les problèmes qui se passent. Je vais être informé, premièrement, mais n'oubliez pas d'amener les solutions ou des solutions. Donc, arrivez-moi avec 3 ou 4 scénarios, des idées que vous avez réfléchies en groupe ou seul, puis on va les regarder ensemble. Donc, l'idée, c'est de revenir partager les rôles et les responsabilités face aux situations. Donc, face à la situation, peut-être que vous ne pouvez pas affirmer cette limite-là, mais il faut rien dire, OK, as-tu pensé à certaines solutions pour faire face ou qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place, mais de remettre la balle un petit peu à la personne concernant en disant, je suis ouverte, je suis ouvert à en discuter, mais on va faire ça ensemble. Puis l'idée, c'est vraiment de progressivement d'amener les gens à dire, par exemple, la personne est ouverte, mais elle n'est pas juste en mode solution, puis dans sa façon, dans son style de gestion d'appui, c'est quelqu'un qui veut qu'on contribue, puis est comme ça. Donc, c'est de l'entraînement, c'est du façonnement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais j'aime bien le mot dorénavant pour changer des situations comme ça. Merci.